Nous allons ensemble démystifier l'impératif participatif. Un dispositif participatif peut en effet sembler chronophage, énergivore à mettre en place. Et pour ce faire, je vais vous proposer 3 pistes concrètes pour opérationnaliser la participation dans vos contextes. Je m'appuierai à travers cette vidéo sur les travaux de mon équipe, le laboratoire Interact, de la Faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège, et en particulier les recherches de Clémentine Schellings et Lara Vigneron. Pour commencer d'abord, pourquoi l'impératif participatif est-il redevenu, depuis les années 70, si important pour le développement de nos territoires? Pourquoi en reparle-t-on autant? En réalité, il s'agit tout simplement d'assurer à la ville, aux territoires connectés, une pérennité par l'appropriation citoyenne. À l'origine de la mouvance Smart City, une vision très technocentrée s'imposait. Nous pensions alors que la technologie à elle seule allait pouvoir résoudre tous nos problèmes. Et puis, très rapidement, nous nous sommes heurtés à une certaine forme de résistance de la part des citoyens. Certaines technologies proposées faisaient peur. Elles laissaient craindre des atteintes à la donnée privée. Ces peurs donnaient naissance à des rejets qui eux-mêmes mettaient en péril l'ensemble du modèle Smart proposé. Nous avons alors réalisé qu'il était nécessaire de redéfinir la Smart City, ses enjeux, ses priorités, en partant des besoins et demandes des citoyens eux-mêmes. C'est alors qu'une seconde vague davantage anthropocentrée s'est apposée. Et celle-là a finalement donné lieu à l'envie de recréer ensemble des environnements de vie qui soient plus acceptables pour les citoyens et donc, in fine, plus durables. Au-delà de cette intention, plusieurs questions demeurent pourtant ouvertes. À quoi faut-il être attentif quand on implémente un dispositif de participation citoyenne? Par où commencer? Comment assurer la représentativité? Surtout, comment la maintenir tout au long du dispositif? Pour répondre à quelques-unes de ces questions, je vous propose aujourd'hui 3 pistes pour opérationnaliser la participation. La première piste est très importante, elle consiste à délimiter son propre état d'esprit en tant qu'organisateur ou commanditaire de la participation, à délimiter son propre périmètre d'action et ce, en amont du dispositif. Une seconde piste consiste à identifier dès le départ également qui participera très certainement et qui ne participera probablement pas au dispositif proposé. Enfin, je suggère d'identifier en amont ce que chacun pourra apporter pour ensuite bien choisir sa méthode participative et finalement bien faire participer. Pour nourrir ces 3 pistes, je m'appuie sur 4 années de recherche qui nous ont permis d'étudier toute une série de dispositifs participatifs et d'en comparer les avantages et les limitations. Qu'il s'agisse de participation en ligne, en face à face, de hackathon, de living lab, de budget participatif, toutes ces observations nourrissent nos recommandations aujourd'hui et leur offrent la légitimité nécessaire. Alors je reviens à ma première piste, à savoir délimiter son propre état d'esprit. Sans savoir ce que l'on veut, ce qu'on le recherche, il est impossible de formuler des objectifs réalistes, de mettre en place la démarche participative qui s'impose. On doit aussi garder à l'esprit que faire participer, finalement, c'est faire miroiter une promesse. Il ne faut donc pas se lancer dans une démarche participative au sujet d'une thématique qui n'est pas sous votre contrôle. Par exemple, si vous êtes bourgmestre et que la participation citoyenne vise à redessiner le parcours d'une route nationale, vous serez finalement bien embarrassé car les trajectoires, la maintenance de ces voiries nationales, elles ne sont finalement pas de votre ressort. Alors, avant toute chose, il est donc primordial de bien délimiter sa propre capacité d'agir pour pouvoir finalement tenir ses engagements vis-à-vis des participants. Toutes les demandes ne pourront pas être entendues, mais à tout le moins, quelques pistes pourront être explorées, implémentées au terme de la démarche participative. Sans cela, les participants seront déçus, fatigués, ça pourra avoir de retombées négatives pour les autres démarches participatives sur votre territoire, voire même des retombées négatives sur une forme de légitimité politique. Ensuite, il faut accepter le fait qu'il existe une multitude de démarches participatives, d'outils, de méthodes. Finalement, nous constatons qu'il n'existe pas une seule bonne recette. Mais il faut choisir sa méthode en fonction de ses moyens, de ce que l'on veut et peut investir en temps, en moyens humains, en sachant déjà quelles sont les forces et faiblesses de chaque méthode. Finalement, organiser la participation, c'est mitiger les risques. On gère les risques à plus d'un titre lorsqu'on organise un territoire. La participation citoyenne, elle doit s'établir sur la même base de gestion des risques. J'en arrive à ma seconde piste. Il s'agit d'identifier en amont les participants qui répondront effectivement à l'appel participatif. Dans les années 70, tous les participants étaient surtout des manifestants engagés, motivés, portés par l'envie d'être acteurs du changement.
Dans les années 90, la participation s'est engagée à valoriser aussi la créativité des participants, qui étaient porteurs d'une expertise d'usage. Dès les années 2010, avec la généralisation des smartphones dans nos poches, les citoyens ont été perçus en plus comme des espèces de capteurs ambulants, capables de fournir, parfois consciemment, parfois inconsciemment, des données très utiles à la mise en œuvre de la participation. Alors, toutes ces capacités citoyennes, elles s'additionnent. Aujourd'hui, finalement, on attend du citoyen qu'il soit un super expert, super citoyen, capable à la fois d'être engagé, motivé, expert de son quotidien, hyper connecté. Cet idéal, il est évidemment très très lourd à porter et justifie en partie pourquoi nous peinons à réunir autour du dispositif participatif tous les participants dans toute leur diversité. Les citoyens, ils se sentent dépassés, fatigués, non concernés par des dispositifs qui sont de plus en plus ambitieux et complexes. Résultat, ce sont souvent les mêmes profils qui participent. En anglais, on les appelle les usual suspects. Ce que je vous propose, c'est d'assumer le rôle de citoyen ambassadeur et de l'expliquer tel quel aux participants présents. Leur faire comprendre, d'une part, leur mission de représentant de leur communauté et d'autre part, de les soulager aussi de la complexité de ce rôle en leur associant des personas pour les citoyens qui, eux, seraient absents. Alors, ces personas, ce sont des profils fictifs d'usagers auxquels on associe un âge, un profil socio-économique, des passions. Ces personas, ils sont si possible construits à partir de données réelles. Ils permettent de garder autour de la table la mémoire des participants absents, ceux qui, pour de multiples raisons, ne prendront pas part à l'exercice participatif. Ces personas, ils ont de multiples avantages. Ils aident à se mettre à la place de l'usager absent. Ils facilitent aussi la communication entre les participants. La troisième piste évoquée est d'identifier les expertises de toutes les parties prenantes, présentes, pour finalement mieux comprendre quelle est la portée possible de la participation et puis aussi faire le bon choix d'outils et le bon choix de méthodes participatives. D'une part, si vous avez le citoyen participant, celui-là, il est l'expert de sa propre vie, de ses propres usages, et finalement, il ou elle est le plus à même de vous aider à identifier ce qui est le plus urgent à résoudre dans une situation problématique. À ses côtés, on trouve l'expert du terrain, l'agent communal par exemple, ou bien encore l'expert concepteur, architecte, urbaniste par exemple. Ceux-là, étant donné leur expertise professionnelle, ils sont à même de faire l'exercice de synthèse créative pour tenter de résoudre les problèmes évoqués par les citoyens. À la rencontre des deux profils se trouve l'étincelle créative où à la fois les compétences d'usage et les compétences expertes peuvent s'enrichir pour co-créer des solutions originales. L'expertise de terrain, l'expertise du concepteur, elles resteront bien entendu essentielles pour réaliser l'exercice de synthèse qui soit le plus adapté, mais c'est bel et bien à la rencontre des deux mondes que se cache toute la richesse de la participation. N'oublions pas enfin la responsabilité du décideur qui s'engage à tenir ses promesses et à réellement intégrer les propositions issues de la participation, ou en tout cas de les analyser finement au filtre de certaines contraintes de terrain pour ensuite proposer un retour aux participants et expliquer pourquoi telle ou telle proposition n'a pas pu être retenue. Pour conclure, j'attire également votre attention sur le fait que le choix de l'outil ou de la méthode participative, créative, va également dépendre du type de processus participatif dans lequel on s'inscrit. Codécision, où les citoyens codécident côte à côte avec les décideurs et les décideurs s'engagent à respecter les bases de la démocratie participative. Co-conception, où les citoyens sont reconnus pour leur expertise d'usage en regard d'une problématique de terrain et où cette expertise d'usage, elle est capable d'enrichir réellement la résolution d'un problème. Dans ce cas-là, on optera pour tous les outils propres à la co-création. Et enfin, la coproduction, où l'on reconnaît aux citoyens la capacité à générer, manipuler de la donnée pour nourrir la compréhension, la modélisation fine d'une situation complexe, cette modélisation pouvant alors être confiée à des experts technologiques ou académiques. Nous espérons que ces quelques pistes vous aideront à naviguer plus aisément l'impératif participatif. N'hésitez évidemment pas à prendre contact pour plus de conseils.